Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler Formule 1. On va faire le débrief du Grand Prix des Pays-Bas avec du retard. En ce moment, le calendrier sportif étant très chargé sur la chaîne, entre la Vuelta, il va y avoir la Coupe du Monde de rugby. Tout s'enchaîne, tous les événements sportifs s'enchaînent cette année et l'année prochaine. Donc c'est vrai que c'est pas forcément facile. Et puis avec les Grands Prix de Formule 1 également qui s'enchaînent, c'est vrai qu'avec un calendrier avec autant de courses dans l'année, pas forcément facile quand on suit d'autres sports à côté. On va parler du Grand Prix des Pays-Bas. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rejoindre un commentaire, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu pendant ce week-end de course. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast, Amazon, Deezer, Spotify, Google. L'histoire du sport, 9 épisodes en ligne, notamment l'histoire de Jacques Villeneuve. On parle également sur TikTok de cyclisme en ce moment, parce que, encore une fois, j'ai pas trop le temps de regarder la Formule 1, mais en fin de saison, on fera pas mal de débriefs Formule 1. Et puis l'année prochaine, il y aura du contenu aussi sur TikTok, notamment avec les Jeux Olympiques. Donc EPS 2.0, TikTok. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail et que vous aimez bien la chaîne, vous pouvez faire un super thanks. Et on commence tout de suite. Grand Prix des Pays-Bas, très sympathique ce Grand Prix des Pays-Bas avec des conditions climatiques qui ont été extrêmement changeantes, du sec, du humide, de l'orage, du vent, des conditions parfois apocalyptiques du côté de ce week-end de course, mais ce qui nous a permis d'avoir du spectacle. Alors c'est un peu l'inquiétude que j'ai sur le futur de la Formule 1 avec cette réglementation-là. C'est qu'on a eu du spectacle sur les Grands Prix avec des conditions climatiques difficiles. Sur les autres week-ends, ça a été parfois un peu plus compliqué. J'espère qu'il ne faut pas qu'on attende à chaque fois la pluie pour avoir du spectacle, ça serait un peu triste. Verstappen toujours devant malgré un week-end pas évident en stratégie, pas évident également parce qu'il aurait pu faire des erreurs. On a vu avec Perez, on a vu avec d'autres pilotes, mais bon, on a l'impression que toute la pression lui passe au-dessus, que il pourrait se passer n'importe quoi, il pourrait y avoir de la lave au milieu du circuit, que ça ne le gênerait pas et qu'il serait capable de gagner toujours les grands prix. Alpine qui retrouve des couleurs, ça fait un petit peu du bien. Mais on s'aperçoit aussi que chez Alpine, on a l'impression que cette voiture est quand même très pointue à piloter. J'en avais parlé avec le débrief de mi-saison, mais surtout qu'on a une voiture qui se comporte très bien dans les conditions fraîches. C'est dommage, c'est pas ce qu'on devrait avoir dans les week-ends en dehors de l'Europe. Et puis Aston Martin avec Alonso qui est toujours très bon sur ce circuit. Mercedes un peu en difficulté, et puis McLaren toujours présent, mais qui n'a pas réussi à capitaliser au niveau des points lors du week-end de course et des conditions vraiment très difficiles qui ont même gêné la course de F2 avec un changement de règlement en cours de week-end, ce qui là n'est vraiment pas cool. Il aurait peut-être fallu anticiper certaines situations. Mais bon, ça c'est la FIA comme vous le savez. Et puis, encore une fois, des décisions de la FIA pas très logiques. Verstappen aurait pu avoir une pénalité quand même par rapport à Gasly, parce que c'était un peu costaud. Et bon, encore une fois, c'est un peu de sale... Enfin, un peu à la tête du client, on a l'impression du côté de la FIA au niveau des pénalités. Et ça, c'est un petit peu dommageable. On va parler de Liam Lawson. Liam Lawson qui a remplacé Ricciardo blessé lors de ce week-end. Ricciardo qui... a percuté le mur dans le virage 3, les Tech Pro, et le problème c'est qu'il n'a pas lâché le volant et qui nous a fait ce qu'avait fait Johnny Hallyday au Dakar en 2002 notamment, mais de manière un peu plus violente, c'est-à-dire qu'il s'est fait un retour de volant et qu'il s'est pété l'os du poignet. Il s'est pété le même os du poignet que Pogacar en passant du côté du cyclisme parce qu'il s'est fait le métacarpe aussi, si je ne me suis pas trompé. Du côté de Ricciardo. Alors, il faut savoir que Pogacar, lui, il en avait fait 2 pour le prix d'un. Du côté de Liam Lawson, très bon week-end parce qu'il est quasiment au même niveau, enfin, il a un niveau très proche de Tsunoda tout de suite. Alors que c'était pas forcément facile pour lui, parce que il a dû prendre l'AlphaTauri, qui est pas la meilleure voiture du plateau, loin de là. Et dans des circonstances pas simples, avec une équipe où il y a
pas mal de mouvements cette année et qui est pas mal dans l'incertitude, donc c'est pas facile pour un jeune pilote d'arriver. Mais on a eu l'impression que pour le Néo-Zélandais, il s'en fichait un petit peu, il a fait le job, on lui a demandé de faire le job, il a fait le job et il l'a très bien fait. Donc ça, on peut saluer Liam Lawson et je trouve ça assez incompréhensible quand même du côté de Liam Lawson qu'on ne l'ait pas mis en Formule 1 cette année, dès le début de saison. On a décidé de prendre Nick De Vries, on aurait mieux fait de prendre Liam Lawson, parce qu'on connaît les qualités de ce pilote, on sait que c'est un très très bon pilote. En F3, il n'a pas été champion de F3. Il est en F3 la même année que Pourchaire, notamment, et que Schwartzman aussi. Non, Schwartzman c'était l'année d'avant. Je sais plus qui était. Il y avait des bons pilotes cette année-là en F3, j'ai oublié les noms. Mais Liam Lawson, cette année-là, on avait suivi le championnat de F3 à l'époque où j'avais le temps de le suivre. Il avait eu 4 ou 5 casses moteurs dans l'année. C'était énorme. Il a vu une guigne au niveau moteur, pas possible. Mais je me souviens de sa course au Mugello, où Mugello, il colle 10 secondes à tout le monde, avec des F3, encore une fois. Et sur le sec, vraiment, il y avait des conditions normales. Sur certaines courses, il est capable vraiment de faire des démonstrations, Liam Lawson. Il manque un peu de régularité, mais quand il est au top, il est fantastique. Et pour moi, ils ont un talent, Red Bull. L'emmener au Japon, je suis pas sûr de l'idée, en sachant que là il pourra pas jouer la fin du championnat normalement au Japon parce que il est retenu avec la Formule 1 et que Ricciardo il va peut-être falloir 2-3 courses avant qu'il revienne. Ricciardo là aussi j'ai du mal à comprendre son retour du côté d'AlphaTauri parce que pour moi quand tu es du calibre de Ricciardo, normalement tu reviens pas en Formule 1 chez AlphaTauri, tu reviens en Formule 1 chez Alpine, tu reviens en Formule 1 chez Aston Martin, mais pas chez AlphaTauri, pas chez Haas, pas dans des équipes comme ça. Donc, un peu surpris. Note du Grand Prix, j'ai mis 18/20. Super spectacle pendant le week-end avec des qualifications qui n'étaient pas évidentes, des qualifications qui étaient très sympas. Bon, Verstappen était au-dessus du lot, il était surmotivé. Par contre, derrière, on a eu une super course avec des choix stratégiques qu'il fallait faire au bon moment. Et la seule déception que j'ai, c'est ce circuit pour moi qui est dénaturé avec les bankings, notamment le dernier banking qui n'apporte rien en termes de dépassement. Je suis désolé, mais voilà. À part le banking du virage 3, où là c'est intéressant, ça permet de pivoter plus. Le dernier banking, c'est vraiment du n'importe quoi. C'est beaucoup trop prononcé. C'est ridicule. On regarde tout de suite le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence avec Pierre Gasly. Très très bon week-end pour Pierre. Vraiment, déjà il a été devant Ocon quasiment pendant tout le week-end. C'est-à-dire pendant les séances d'essai, à part la 1. 2, 3, qualif, il est aussi devant et en course. Donc ça, c'est vraiment du bon boulot. Il était frustré, je pense, après la Q2, après ses qualifs de samedi, parce qu'il savait quand même que il y avait une possibilité de faire mieux, je pense. Il y avait une possibilité d'aller en Q3. Mais je pense qu'il s'est servi de cette déception, de cette demi-déception, on va dire ça comme ça. Pour le Grand Prix, il a fait un super Grand Prix, mais c'est vrai que Gasly, quand il y a des circonstances de course complètement dingues, il sait faire. L'Azerbaïdjan, Sao Paulo, sa victoire à Monza, ce Grand Prix du côté des Pays-Bas, il sait toujours s'en sortir quand les Grands Prix deviennent fous. Voilà, Gasly, quand vous regardez ses meilleurs résultats, c'est quasiment que dans des courses où ça a été spectaculaire, où il s'en est passé des dizaines et des dizaines de choses. Et ça lui fait du bien, Gasly, parce que c'est vrai que son arrivée chez Alpine a pas été si facile que ça, avec une voiture pas forcément au top en termes de performance. Les premiers Grands Prix qui n'étaient pas simples aussi pour trouver son rythme, pour se mettre à l'aise dans la voiture. Mais là, c'est vrai que depuis Barcelone, quand même, maintenant, ça va, même avant, ça va beaucoup mieux pour Gasly. Et là, il était quand même devant Ocon et il a fait vraiment une super course. La stratégie était bonne, il se sont arrêtés au bon moment, mais tout s'est bien imbriqué et tout s'imbrique souvent très bien dans les Grands Prix fous pour Pierre Gasly. Et c'est la différence avec d'autres pilotes qui ont parfois du mal dans ces circonstances-là à être actifs. Gasly, il a un truc dans les Grands Prix fous et ça lui permet d'avoir des top résultats, ça lui permet d'avoir des points et même d'être devant maintenant Esteban Ocon au championnat du monde des pilotes. On verra ça en fin de vidéo. Ocon,
moins parce qu'il y a quand même une grande partie du week-end qui est pas top, notamment les qualifs. Il doit faire mieux en qualif, on peut pas être éliminé aussi vite. Et surtout quand ton coéquipier lui passe, je dirais, sans trop d'encombre. Donc ça déjà, ça a été une première déception. Derrière en course, forcément, comme t'as raté un peu tes qualifs, t'es obligé de faire un tour en plus sous la pluie avec des slicks. Enfin, le début de course n'a pas forcément été facile. Après, quand la piste s'asséchait, elle avait vraiment un bon rythme. Le rythme était vraiment pas mauvais pour Esteban Ocon. Mais il était bloqué dans le trafic. C'est un circuit où c'est pas si simple que ça de dépasser à Zandvoort parce que ça reste un circuit assez petit en termes de longueur et de distance. Et ça a été le souci d'Ocon, c'est d'essayer de dépasser parce qu'il n'avait pas eu forcément les opportunités. Le fait de passer les full wet, c'était une bonne idée. Alors lui, il a dit que c'était la pire stratégie au monde, mais non, c'était l'idée. Il fallait mettre les watts à ce moment-là, il fallait anticiper. De toute manière, tu étais en dehors du top 10 à ce moment-là, donc il fallait tenter le coup. Enfin, tu étais en dehors du top 10, ça aurait été compliqué de rester peut-être dans le top 10. Pas de chance, il y a eu le drapeau rouge. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas rouler quand il y a beaucoup de pluie à cause des sprays des voitures. Qu'on n'arrive pas à régler pour le moment parce qu'on avait tenté une option à Silverstone mais qui n'a pas été approuvée par la FIA et les équipes. On avait mis des sortes de garde-boue au-dessus des roues mais ça n'a pas convaincu les équipes et la FIA. Le problème c'est qu'aujourd'hui en Formule 1 quand vous roulez sous la pluie et qu'il y a beaucoup d'eau sur la piste, ça fait des distances de flotte éjectée qui sont énormes. Ce qui fait que c'est impossible de suivre et c'est très dangereux en termes de visibilité. Et il faut améliorer ça, sauf qu'aujourd'hui, on a un petit peu de mal. Si vous comparez, par exemple, la F1 dans les années 80, regardez l'eau que dégageaient les F1 dans les années 80 par rapport à l'eau que dégagent les voitures aujourd'hui. Mais c'est dans les années 80 en Formule 1, les caméras, lors des courses de pluie, on arrive à voir. Et pourtant, je rappelle, c'est de la qualité du signal aérien à l'époque, de l'antenne râteau et du truc pas terrible. Par contre, aujourd'hui, c'est c'est vraiment très très compliqué parce que vous avez le spray. Alors même si à l'époque, dans les années 80, la sécurité c'était pas la priorité. Je pense notamment au Grand Prix d'Australie. Je pense au Grand Prix d'Estoril également remporté par Senna. Ou quand vous regardez la course aujourd'hui, où vous dites oui, on n'aurait pas fait partir les voitures dans ces conditions-là du tout. Mais du côté de Ocon, oui, c'est le problème maintenant avec les full wet. C'est dommage parce que ça lui nique des positions. Après, il finit quand même 10e. Donc, c'est là où je dis que ça se finit pas mal parce qu'il sauve un point sur un week-end qui n'a pas été évident. Et pour Alpine, on marque des gros points au championnat constructeur sur ce week-end. Et on a été bon en termes de stratégie, ce qui n'était pas le cas tout le temps. On rappelle, du côté d'Alpine, arrivée de Bruno Famin. La rumeur Binotto, des changements également dans les équipes stratégiques, donc et dans les équipes d'ingénieurs, il y a eu pas mal de changements chez Alpine pendant ce mois d'août. C'était un mois de vacances, mais pas pour les DRH de Alpine, où ça a été assez animé. J'ai même vu, pour tout vous dire, dans les changements de stratégie, c'est Bruno Famin, je trouve que l'idée est intéressante, qui a fait venir pour mobiliser les troupes Philippe Croison, dans l'usine de Viry-Châtillon. Je trouve que l'idée était vraiment très intéressante. On regarde tout de suite les pilotes au top. Les pilotes au top aujourd'hui, on commence avec Verstappen. Que dire de Verstappen c'est-à-dire que même avec une voiture qui n'est pas forcément au top, parce que ce week-end, il avait parfois une voiture qui était compliquée à piloter, même avec des conditions difficiles, il est au-dessus. Quand on dit en Formule 1 que c'est la voiture qui fait tout, là ce week-end c'est bien l'exemple que non. C'est bien l'exemple que la différence entre Perez et Verstappen, pourtant ils ont la même voiture, c'est que Verstappen il a une voiture qui le correspond bien, il a aussi de l'aide appuyée de Red Bull, ce qui est peut-être pas forcément toujours le cas du côté de Perez et des équipiers de Verstappen, mais surtout qui a un talent naturel. Là Verstappen il a montré ce week-end que le talent, il l'avait. Il a même pu changer, mettre des wets parce qu'il avait assez de temps. Contrairement à Ocon qui a perdu les places, lui, il n'a pas perdu de place en mettant les full wet. Mais il a une aisance en ce moment
qui fait vraiment la différence, quoi. C'est-à-dire qu'il est au-dessus. Il n'y a pas de... Voilà, il est au-dessus en termes de pilotage. S'il est champion du monde cette année, c'est certes que les autres se sont plantés, parce que je pense que ça soit Ferrari, Mercedes, Aston, on s'est planté sur certains choix, mais surtout que c'était le meilleur pilote. Il ne l'aura pas volé, ce titre-là. Autant face à Hamilton, bon, moi j'ai toujours dit que... J'ai jamais dit qu'il l'avait volé, hein, le titre face à Hamilton, mais j'ai toujours dit que cette année-là, normalement, il aurait dû conclure le championnat beaucoup plus tôt. Qu'il aurait dû conclure le championnat dès Sao Paulo quand Hamilton avait eu un week-end compliqué et que Hamilton avait réussi à s'en sortir et Verstappen avait sombré un petit peu ce week-end-là. Et ce qui avait redonné de la confiance à Mercedes et qu'il aurait dû conclure le championnat beaucoup plus tôt, qu'on s'était retrouvé dans cette situation-là parce qu'il n'avait pas gagné le titre suffisamment tôt. Après, lors du dernier Grand Prix, oui, pour moi, Hamilton a subi un vol, mais a subi un vol de la part de la FIA, pas de la part de Verstappen. Et lui, il va pas aller porter plainte et tenter de récupérer un titre 10 ans après, contrairement à un certain Felipe Massa. Mais du côté de Verstappen, là sur les derniers titres, non, il est au-dessus. La voiture, il sait aussi faire fonctionner cette voiture, il sait très bien travailler. Voilà, alors après il est exigeant, il est tête à claque, mais il arrive à obtenir des résultats. Voilà. Bon, derrière Alonso, bah tiens, en parlant de tête à claque, Fernando Alonso, parfois a pu se retrouver également dans cette situation-là. Le Nelson Piquet moderne. Je raconte toujours Fernando Alonso. Zandvoort, c'est un circuit qu'il maîtrise parce que par rapport à d'autres pilotes, lui, il a roulé sur des ovales. Et c'est-à-dire que les bankings, il maîtrise complètement. Le virage 3, c'est le seul qui arrive à avoir plusieurs trajectoires possibles en étant aussi rapide sur le virage 3. Tous les autres tentent pourtant d'être à l'intérieur, mais ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ils prennent là où il y a le moins de pente, j'ai envie de dire. Alonso, c'est le seul qui parfois va directement dans la pente et qui arrive à sortir proprement. Les autres n'arrivent pas à le faire. Voilà, c'est la différence parce que lui, il a fait les 500 miles avec une pente à 8-9 degrés, ça lui fait pas peur. Et qu'il a connu d'autres catégories. Ça, c'est la force de Fernando Alonso. Il a connu les cuvettes du Dakar. Et je peux vous dire qu'à côté, la cuvette du virage 3, ça lui fait pas peur. Du côté de Fernando Alonso, il a même connu Indianapolis en Formule 1, Fernando. Et à l'époque, il n'était pas si bon que ça dans le dernier virage du côté du Grand Prix d'Indianapolis de l'époque. Mais Fernando, quand il arrive à faire fonctionner sa voiture et quand il n'est pas embêté par Lance Stroll, cette année, il fait du bon boulot. Et surtout, Aston Martin, même si les évolutions n'ont pas été peut-être si fructueuses que ça reste quand même de base une bonne voiture. Donc sous la pluie, c'est une voiture qui marche. Et puis on sait que Fernando Alonso, sous la pluie, c'est des conditions qui ne lui ont jamais fait peur. Au pilote espagnol, c'est des conditions où alors, il est peut-être pas il est moins à l'aise que Verstappen, mais ça reste un pilote qui est à l'aise sous la pluie, hein, Fernando Alonso. Donc c'est pas Lance Stroll, parce que Lance Stroll est très bon sous la pluie, mais c'est pas d'autres pilotes qui sont plus en difficulté dans ces conditions-là. Mais du côté d'Alonso, oui, il a été peut-être un Charles Leclerc, par exemple, qui n'a pas forcément été toujours très bon sous la pluie en F1. Mais du côté d'Alonso, ouais, c'est du haut niveau. C'est du haut niveau parce que il arrive à très très bien piloter. On a l'impression qu'il est quand même super motivé. On l'a rarement vu autant motivé sur une année de Formule 1 depuis même l'époque alpine, même après. Et on a l'impression qu'on a un gamin qui a 20 ans. Alors, je rappelle qu'il a plus de 40 ans, Alonso. Et ça, c'est vraiment fort d'avoir toujours cette motivation-là, toujours cette envie à cet âge-là. Moi, je trouve ça assez sidérant. Albon, on parle beaucoup de Tsunoda cette année. On en parle un peu moins maintenant. Vous savez que depuis le début de saison, on disait regardez, Tsunoda, c'est peut-être le 3e pilote du championnat. C'est le pilote qui fait le plus de travail. Vous voyez ce qu'il fait. Alors, je n'ai rien contre Tsunoda. C'est un pilote qui est honorable. Mais je trouve que là, on avait un peu surcoté Tsunoda.
par rapport à ce que fait Albon. Alors je dis pas qu'Albon c'est parmi le top 3 des pilotes cette année de Formule 1, je dis juste qu'Albon il fait du super boulot, parce que marquer 15 points sur l'année avec une Williams, faut quand même être très très fort, et surtout il a réussi à amener quand même Williams, à faire progresser Williams un peu dans la hiérarchie, et ça veut dire qu'il travaille bien au niveau de la mise au point de la voiture. Tsunoda par exemple, sa voiture c'est une bouse. C'était à lui normalement de faire la mise au point de la voiture aussi, de tenter d'améliorer cette voiture, sauf que il n'a pas réussi à faire ça, Tsunoda, ce qu'a réussi à faire Albon. Et je trouve que ce que fait Albon avec les moyens de Williams, c'est très très fort. Il a quand même explosé son équipier. Alors, je sais bien que c'est Logan Sargent, un peu tendre pour arriver en Formule 1, Logan Sargent, mais il te l'a fracassé. Et pourtant, Sargent, il aime Zandvoort, parce qu'en F2 l'année dernière, il avait gagné à Zandvoort. C'était, je crois, même là où il avait gagné la première fois en F2. Donc, c'est un circuit qui lui convient bien. Et donc, Albon, il a réussi à battre Sargent sur son circuit préféré. Et puis, il est dans le coup pendant tout le week-end. Et pourtant, il se rate un peu en termes de stratégie. En stratégie, il est resté longtemps avec les pneus slicks sous la pluie en début de course. Ça lui a fait perdre du temps. Il a été obligé de tenter des dépassements. Voilà, il a été obligé vraiment de courir un petit peu contre la montre. Et derrière, quand tu vois le week-end, il fait une super qualif. La course est quand même bien en fin de Grand Prix. Donc, dans chapeau Albon. Et je rappelle encore une fois qu'il a qu'une Williams. Même si Williams, du côté de Zandvoort, c'est un circuit qu'ils affectionnent au niveau de leur voiture, parce qu'on se souvient de Russell, qui avait été très performant également et qui s'était raté sur une séance de qualif, alors qu'il avait une super voiture à l'époque où il était chez Williams. Et puis je termine du côté des pilotes et des équipes au top avec McLaren. Alors, c'est parce que j'ai enlevé la catégorie que j'avais avant des équipes moyennes. McLaren, il y avait encore une fois un beau niveau de performance. La voiture marche bien, en qualif on le voit, notamment avec Lando Norris. La voiture se comporte très très bien, ils ont une bonne voiture. Problème, il se rate un peu au départ, Norris. Il ne fait pas un départ aussi parfait qu'il l'aurait souhaité. La stratégie n'a pas forcément été exceptionnelle du côté de McLaren. Et ce qui fait que le Grand Prix est un peu moins bien. Parce que au final, ils finissent du côté de Zandvoort 7 et 9. On aurait pu s'attendre à mieux du côté de Lando Norris. On aurait pu s'attendre à ce qu'ils finissent devant Lewis Hamilton, devant Carlos Sainz. Mais il n'a pas réussi à le faire. Donc voilà, petite déception du côté de McLaren, mais on voit encore que la voiture est performante et on voit le travail qu'ils ont effectué par rapport à la voiture du début de saison. Et c'est pas du tout la même chose avec cette McLaren. Et c'est vraiment une voiture qui fait des belles performances. Mais encore une fois, du côté de McLaren, c'est dommage parce qu'on aurait peut-être pu faire mieux. C'est vrai que j'ai oublié de parler de ça quand j'ai parlé d'Alpine. L'Alpine, on s'aperçoit quand même qu'elle marche très bien dans les conditions fraîches. Parce que le podium à Monaco, il faisait pas très chaud. Pareil ici du côté de Zandvoort. Donc on voit que c'est une voiture qui fonctionne bien dans les conditions fraîches. Donc elle a peut-être un peu plus du mal à utiliser les pneus quand il fait un peu plus chaud. On passe au-dessus de Bonnet d'Âne. Du côté des bonnets d'âne, je commence avec Mercedes. Ouais, pas un week-end exceptionnel de la part de Mercedes. Alors certes, Hamilton prend les points de la 6e place. En termes de stratégie, ils n'ont pas tenté grand-chose par rapport à d'autres années où, en termes de stratégie, parfois, ils s'en sortaient mieux que Red Bull. Là, ça n'a pas été le cas. Ils ont été beaucoup plus suiveurs qu'acteurs en termes de stratégie. La voiture n'était pas très performante ce week-end. Et bon, c'était déjà le cas juste avant l'intersaison, où il y avait un manque de performance. Russell, je ne sais pas ce qui s'est passé ce week-end, mais ça ne marchait absolument pas. Il n'y a rien qui marchait pour Russell. Il finit 17e du Grand Prix, mais bon, il y avait un manque de rythme sur la voiture, il y avait un manque de performance. Hamilton, c'était mieux.
c'était plus régulier, du moins, mais une élimination en Q2 quand même. Donc, c'est là où c'est frustrant et dommageable. Du côté de Russell, les qualifs et les essais étaient mieux, mais sur le rythme de course, vraiment, il y avait des soucis pour Russell avec cette voiture et son Grand Prix a été catastrophique. Donc, un week-end mi-figue, mi-raisin. Du côté de Mercedes, on aurait pu s'attendre à mieux. Leclerc, trop d'erreurs ce week-end. Trop d'erreurs, mais ça commence à être habituel chez Leclerc, le surpilotage. Est-ce que c'est l'homme qui amènera le titre à Ferrari? Ça, c'est la grande question. C'est la grande question parce que... Alors, pour moi, c'est pas Carlos Sainz. Surtout que je pense que Carlos Sainz va partir chez Audi. Mais du côté de Charles Leclerc, que d'erreurs de pilotage, quoi. Il a du mal à être constant sur une saison, déjà en termes de niveau de performance. Mais ça, bon, c'est aussi lié à Ferrari. Le problème, c'est qu'il fait beaucoup trop d'erreurs sur la saison. Beaucoup trop d'erreurs. Alors là, je veux bien que ce week-end, il y ait une circonstance atténuante. Il a fait 15 heures de bagnole. Il était physiquement fatigué. Mais bon, c'est pas la première fois de la saison qu'il fait des erreurs de pilotage. Et c'est un vrai problème du côté de Leclerc. Si tu veux être champion du monde, il faut abandonner le moins possible. Sauf que si tu fais régulièrement des erreurs de pilotage quand tu es dans des moments moins bien de la saison, bah, ça ne te permettra pas d'être champion du monde. À part si tu as une voiture qui est largement au-dessus du lot, comme à l'époque de Mika Häkkinen. Mais sinon, c'est compliqué. Et c'est le souci de Leclerc, un manque de régularité dans les performances. C'est bien d'être dur avec soi-même. C'est un pilote qui est très dur avec lui-même. Mais il y a un moment, il faut apporter des solutions. Si tu es juste dur avec toi-même, mais tu ne cherches pas à évoluer, à faire évoluer tes méthodes, à faire évoluer ta mentalité, peut-être, à améliorer ta psychologie, ça ne peut pas fonctionner. Et là, c'est le gros problème de Leclerc en ce moment. Logan Sargent, là, je pense que c'est les crashs de trop pour Sargent. Il était surveillé. Il a été surveillé parce que il y a du monde sur le marché des transferts, qu'on a des bons pilotes, notamment Zhou, par exemple, qui pourrait partir, peut-être remplacé par Théo Pourchaire, mais qu'on a du monde en F2, qu'on a du monde, je dirais pas forcément super bon, mais qu'on a des pilotes qui ont un petit niveau, parce qu'on sait qu'il y a Darou Vala qui érode aussi, hein, et qu'il a de l'argent pour compléter pour un baquet. Le problème de Sargent, je pense qu'il est arrivé un peu trop tôt en Formule 1, peut-être il manquait une année de F2 ou une année dans une autre catégorie, Sargent. Et depuis qu'il a un peu la pression, là, depuis 3-4 courses, il enchaîne quand même un peu les boulettes. Avant, il n'était pas hyper rapide, mais il était fiable. Il faisait peu d'erreurs de pilotage. Là, il les accumule un petit peu. Et là, ce week-end, en Q3, tu peux pas faire cette erreur-là. Tu es en Q3 pour la première fois de ta carrière, tu peux pas péter la bagnole en Q3. Et en course derrière, ça a été aussi très compliqué. 2 erreurs dans le même week-end, quasiment au même endroit en plus, ça fait beaucoup. Et c'est trop. Et surtout pour une équipe comme Williams, qui n'a pas un gros budget, c'est beaucoup trop. Et pour Sargent, là, c'est pas l'idéal. Mais il est arrivé trop tôt en F2, je pense. C'est un pilote qui aurait dû attendre un petit peu. Alors on verra Sargent s'il sera aidé par les sponsors américains, parce que c'est vrai que c'est un pilote qui peut être important pour des équipes qui ont un peu moins de moyens. Encore une fois, on pourrait parler d'Alpha, enfin d'Alpha de Sauber, parce que c'est vrai que Sargent, il y a quand même une idée derrière, c'est que c'est un pilote américain et qu'il y a des sponsors qui peuvent arriver, surtout si le Grand Prix d'Austin, le Grand Prix de Miami, le Grand Prix de Las Vegas fonctionnent très bien. Mais il y a peut-être plus de sponsors aux États-Unis qu'en France, par exemple, si on pouvait avoir du côté de Sauber. Mais ouais, la Sargent, ça fait beaucoup quand même sur un seul week-end. Donc ça risque d'être compliqué pour conserver sa place chez Williams. Après, on verra dans d'autres équipes. Flop aussi pour Zhou, parce que quand tu es quatrième d'un Grand Prix, faut pas faire l'erreur de sortir. Alors c'était des conditions qui étaient difficiles.
mais il y en a d'autres qui sont restés sur la piste. Et c'était un week-end où il était devant Bottas, où il avait un super rythme, où l'Alpha semblait moins en difficulté que sur d'autres courses. Il perd des gros points. Là encore, ça va pas aider Zhou. La première année était assez intéressante. J'avais dit parce qu'il avait montré beaucoup de fiabilité et qu'il avait montré un niveau assez proche de Bottas en deuxième partie de saison. Là, cette année, ça a quand même été plus compliqué parce que on n'a pas vu d'évolution entre sa fin de saison de l'année dernière et sa première partie de saison 2023. On n'a pas eu vraiment d'évolution. Et comme chez Sauber, on est sur une phase de transition. Alpha va quitter l'équipe en fin de saison. Va être rejoint par Audi. Il va y avoir 2-3 ans de transition. Zhou va-t-il continuer à faire partie des projets? Il semblerait qu'en plus le budget de Zhou ne soit pas complété, qu'il y ait des soucis avec des sponsors. Ouais, je suis un petit peu inquiet pour le pilote chinois dans les semaines à venir. Surtout que ça va pas être facile de trouver de nouveaux sponsors parce que la situation économique en Chine n'est pas très bonne. Donc forcément, si les entreprises ne vont pas très bien, elles ne vont pas chercher à faire du sponsoring. Encore moins du côté de la Formule 1, où je rappelle que ça fait depuis la Covid qu'il n'y a pas eu de course en Chine et qu'on ne peut pas dire que le Grand Prix de Shanghai le circuit de Shanghai ait fait le plein sur les dernières éditions du Grand Prix de Chine. Je crois qu'on a tout dit, mais pas encore. On passe tout de suite au classement des différents championnats du monde. On regarde tout de suite le classement du championnat du monde des pilotes avec Max Verstappen largement en tête comme vous le voyez avec 339 points désormais, 138 points d'avance sur Sergio Pérez qui reste deuxième du championnat du monde. L'écart avec Fernando Alonso est quand même à peu près stable. Il y a quand même une belle marge pour le moment. Donc Alonso à 168 points. Il est repassé devant Lewis Hamilton qui est quatrième désormais. L'écart entre les deux est de 12 points. On retrouve ensuite Carlos Sainz avec 102 points. En bagarre avec Charles Leclerc, 99 points, qui est repassé derrière. Et George Russell qui est également repassé derrière Carlos Sainz. Donc il fait un bond de 2 positions au classement. Lando Norris, lui, se rapproche de ce petit groupe avec 75 points. Lance Stroll, 9. Pierre Gasly, désormais, passe devant Esteban Ocon avec la 10e place. Ocon, 11. Piastri, 12 dans ce classement. Et puis Albon, 13 devant Hülkenberg, Bottas et les pilotes qui sont désormais à moins de 10 points. Albon, quand même, sur la saison, c'est 15 points marqués au championnat du monde. C'est assez impressionnant. Du côté du championnat constructeur, eh bien, Red Bull est largement en tête avec 540 points. On retrouve ensuite Mercedes qui a 40 points d'avance sur Aston Martin désormais. Aston Martin qui a repris un petit peu de points également sur Mercedes. Ferrari toujours quatrième, mais l'écart avec Aston Martin et Mercedes est légèrement augmenté. McLaren est cinquième avec 111 points et Alpine 73 points qui remonte un petit peu dans le match, même s'il y a encore un écart de plus de 40 points. D'environ 40 points, ça remonte quand même un petit peu. Williams passe 7 et prend un petit peu de marge sur As avec 4 points d'avance désormais. Et puis Alfa Romeo est 9 et AlphaTauri toujours bonne dernière avec seulement 3 petits points marqués sur la saison, 3 fois 10e. Nous, on se retrouve pour le prochain week-end en Italie du côté de Monza. On enchaîne, on fera le débrief du Grand Prix d'Italie sur l'Autodromo di Monza. Et puis ensuite, ça sera le début de cette tournée en dehors de l'Europe. Cette tournée, presque on disait avant, outre-mer. Maintenant, c'est un peu différent parce qu'il y a plus de courses en dehors de l'Europe qu'en Europe. Avec notamment Singapour, le Japon, le Qatar. Et puis, il y aura les 2 Grands Prix aux États-Unis, Las Vegas et Austin, qui auront encore lieu. Et puis, il y aura... Abu Dhabi également, le Brésil, le Mexique, un programme très chargé, et puis le Qatar également, parmi les retours, parce que je rappelle qu'on avait déjà eu un Grand Prix du Qatar pendant la Covid du côté de Lausanne. Donc nous on se retrouve mardi, mercredi pour le prochain débrief du côté de l'Italie, avant la Coupe du Monde de rugby, pour tout vous dire. Puis d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires et à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.